À votre avis, vous avez combien d'addictions? D'ailleurs, quelles sont les pires d'entre elles? Et en même temps, à quel point elles peuvent vous coûter cher? Bon, ok, salut mes petits dauphins. Vous allez voir qu'en réalité, on est clairement tous concernés par au moins un petit problème d'addiction. Monsieur Comte, je crois que je suis accro à la bouffe. J'avoue, c'est vrai que tu claques quand même beaucoup là-dedans, hein. Mais bon, dans ton cas, on peut pas parler vraiment d'addiction. En tout cas, je pense que d'argent, lui, il est carrément addict à l'oseille. Ça, par contre, c'est possible. En tout cas, ce cher d'argent va nous accompagner aujourd'hui. Pas vrai, papy? T'es avec nous? Eh ben, je sens qu'il va pas être déçu aujourd'hui. En effet, on va parler de très gros montants. D'ailleurs, d'après vous, quelle addiction coûte le plus cher? Le tabac, les jeux d'argent, la cocaïne, peut-être l'alcool? Eh bien, d'après une majorité d'entre vous, ce sont les jeux d'argent. Eh bien, on verra si vous avez raison. Et donc, c'est parti pour découvrir ce que ça fait d'avoir les pires addictions. Et combien ça coûte? Alors pour ouvrir le bal des addictions, on commence avec le café. Je vais vous prendre un café sans oignons. Et on sert pas de café aux oignons. Et quel est le problème? Qui est la deuxième boisson la plus consommée en France après l'eau. T'es en train de nous dire qu'on est tous addicts? C'est ça, Chris? En réalité, pas exactement, hein. On peut pas vraiment devenir addict au café. Le terme adapté, ce serait plus la dépendance. Je t'avoue que pour moi, ça veut dire la même chose. Et pourtant, mon petit, c'est pas exactement pareil. En fait, la dépendance, ça se crée si tu consommes très régulièrement certaines substances, notamment le café, comme d'argent qui en boit tous les jours avec Gustave et Balthazar. D'ailleurs, moi aussi, je bois mon petit café le matin. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Donc pour vous la faire courte, le cerveau s'habitue et quand vous arrêtez d'en prendre, ça crée un trou, un manque. Et ça, c'est ce que raconte Florence. Je prends du café minimum 3 fois par jour au boulot. Pause café oblige. Par contre, j'ai mal à la tête les jours où j'en bois pas. J'ai mis beaucoup de temps à faire le rapprochement entre manque de caféine et maux de tête. Et vous voyez, ce manque, ça peut aussi rendre anxieux, irrité, fatigué, donner mal à la tête. Et du coup, résultat, vous reprenez la substance pour stopper les effets négatifs. Et ça, c'est la dépendance. Par contre, l'addiction, c'est provoqué par des substances spécifiques là. Par exemple, l'alcool, le tabac, la plupart des produits illicites. Tout ça, ça peut créer de l'addiction. Et quand tu en prends, ça envoie des gigasignaux de plaisir dans ton cerveau, dopamine et compagnie. Ça va le dérégler complètement et il va en redemander toujours plus. Et même si vous avez conscience que ce n'est pas bon pour la santé, vous n'arrivez pas à arrêter. Et donc, on arrive aux effets bien vénères. Et en effet, eh oui, eh oui. Après là, je sais pas si c'est la caféine qui rend d'argent aussi nerveux, mais il a l'air un petit peu impatient d'en venir aux chiffres. Bon, alors déjà, une tasse de café dans un resto ou un bar, c'est environ 1,40 €. Alors à Paris, c'est plutôt 3 € en moyenne, et avec un record à 14 € la tasse, dans le 17e arrondissement au Windows Sky Bar. Ah, Chris, balle Chris, bravo! Et pour le faire à la maison, là, le prix varie beaucoup selon plein de paramètres, mais grosso modo, si vous achetez votre café moulu et que vous le faites vous-même, ça vous revient à seulement 7 centimes le café. Des belles économies quand même. Sur l'année, ça vous coûterait à peu près 250 €. Si vous en buvez 8 par jour, quand même. Après, il y a un petit coup spécial là-dedans et c'est l'environnement puisque le café, c'est assez polluant, quoi. Parce que 1 an de consommation en émissions de CO2, c'est l'équivalent de rouler 250 km en voiture. Mais bon, après, le café, ce n'est pas vraiment addictif. Contrairement à un aliment que vous mangez tous les jours, le sucre. Bon, maintenant, on s'attaque à un vrai fléau mondial, voilà, le sucre, qui est responsable d'énormément de problèmes de santé, parce que on en mange un peu trop, quoi. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est un aliment extrêmement addictif. Pourtant, moi, ça va, je peux m'en passer. Alors bon, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, n'est-ce pas, d'argent? Regardez-moi ce gourmand, il a des placards remplis de sucreries. Bon, après, il y a une différence entre aimer le sucre et être addict. Et t'as sniffé le sucre? Ouais, mais c'est du sucre de canne. Sérieux? Ouais. En France, on n'a pas vraiment d'études sur le nombre de personnes concernées, mais aux États-Unis, au Canada ou même en Allemagne, les enquêtes montrent que l'addiction au sucre touche grosso modo 8% de la population. Et là, je parle pas de dépendance du coup, mais d'addiction. Après, contrairement aux idées reçues, le fait qu'on soit addict, ça veut pas dire qu'on est faible ou qu'on est en manque de volonté. Et ça, une certaine Christine s'en est bien rendu compte. Je me considère comme une droguée au sucre. Je peux pas m'empêcher d'en consommer et quand je commence, j'arrive pas à m'arrêter. Sur le moment, j'ai l'impression que le sucre m'apaise, mais en réalité, je suis beaucoup plus à cran, irritable et déprimée. Même arrêter de fumer a été plus facile pour moi que d'arrêter les sucreries. Bon, comme on l'a vu, en fait, l'addiction, ça provoque des dérèglements dans le cerveau. Et par exemple, les biscuits Oreo, qui sont quand même pas mal sucrés, ça stimule davantage le cerveau des rats que de la cocaïne. D'ailleurs, une étude montre qu'une majorité écrasante de rats préfèrent prendre du sucre à de la coke. Sucre? Mais ils préfèrent également toujours le sucre à de l'alcool ou même à d'autres types de drogues. Pas étonnant qu'il soit aussi zinzin le vieux alors. Il est un peu bizarre, mais c'est pour d'autres raisons, Ulysse. Alors regarde, en même temps, il a pas l'air totalement sain d'esprit, là, c'est clair. Dites-vous que chaque seconde, en France, on consomme 70 kg de sucre. Et le problème, c'est qu'on en trouve partout, en particulier dans les produits transformés. Par exemple, la soupe, les raviolis, le fromage et même le pain. Alors bon, après, vivre sans sucre, c'est quand même super compliqué. Et en moyenne, un Français dépense dans les produits sucrés 310 € par an. Et après, pour une personne addicte, là, ça peut être un peu plus. Ça peut aller à 500 € ou 1000 €, quoi. Et
Et ça, ça peut tuer des centaines de milliers de personnes par an et coûter des milliards d'euros de soins. Et pour le prochain, nous allons parler cette fois-ci d'une addiction psychologique, qui peut être violente. Alors vous savez, il existe deux types d'addictions. Celles qui sont liées aux substances, comme le sucre, et celles qui sont liées au comportement, comme le sexe, les jeux vidéo, les achats compulsifs ou les jeux d'argent. S'il y a bien quelqu'un accro aux jeux d'argent ici, c'est forcément d'argent. Ouais, sans mauvais jeu de mots, hein. Et c'est vrai que ce vieux crouton est dans tout ce qui existe de pire. Jeux à gratter, paris sportifs, loterie, poker, casino. L'addiction au jeu, elle peut commencer assez jeune. Et à ce moment-là, dans le cerveau, il y a des décharges d'adrénaline à chaque fois que l'on joue. Et pas seulement quand on gagne, hein. On reçoit aussi des pics d'adrénaline à chaque étape. Que ce soit le fait de devoir gratter un ticket, on a un pic de plaisir. Quand on tire le levier d'une machine à sous, on a aussi un pic de plaisir. Et d'ailleurs, on a ce même genre de processus qui rend accro à TikTok pour tomber sur une vidéo. Bref, il n'y a pas de profil type de joueur addict aux jeux d'argent. Tout le monde peut développer une addiction, que ce soit l'âge ou même la catégorie sociale. Et le pire d'ailleurs, ce sont les jeux de grattage, parce qu'apparemment, leur pouvoir addictif est bien plus fort que les autres. Sur internet, on peut facilement tomber sur des témoignages de gens qui ont été ruinés, quoi. Par exemple, une Corse de 41 ans qui dépense 600 € par semaine. Et tout ça dans les jeux de grattage et les machines à sous. Ou même ce témoignage-là, quoi. Je travaille beaucoup pour rien, pour enrichir la Française des Jeux et les casinos. J'ai 28 ans, 1000 € de crédit par mois. J'ai vu un psy, j'ai essayé l'hypnose, ça n'a pas marché. Au niveau mental, ça déprime. Quand tu perds parfois 1000 € par jour, tu as envie de te cacher. Bon, en tout cas, en France, la moitié des adultes jouent au moins une fois par an. Et ils gagnent en moyenne moins 430 €. Quand même le rappeler, mais les jeux d'argent, ça fait perdre de la thune. On gagne parfois, mais si on fait la moyenne, on perd. Ça va, je m'attendais à pire. Ah, attends, parce que t'imagines bien que derrière cette moyenne, il y a des disparités assez vénères. Par exemple, l'année dernière, 13 milliards d'euros ont été perdus dans les jeux d'argent en France. Sur toute cette somme perdue, les 13 milliards d'euros, la moitié, donc 6 milliards et quelques, ont été perdus par seulement 1% des joueurs, qu'on pourrait appeler des baleines dans d'autres circonstances. Et en France, ça représente des centaines de milliers de personnes. Et d'ailleurs, des gens avec souvent énormément d'endettement. D'ailleurs, certains ne paient plus leur loyer pour continuer à jouer. Mais les dégâts ne se calculent pas seulement en euros. Au niveau psychologique, les joueurs addicts vivent généralement dans la honte et la culpabilité. Le jeu gouverne leur vie, ils se couchent en y pensant, en rêvent la nuit, se demandent comment trouver l'argent nécessaire. Bref, l'addiction au jeu, je vous fais pas un dessin, mais ça peut niquer des vies et des familles entières. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vendent tout ce qu'ils ont et finissent à la rue. Ah, je comprends mieux pourquoi D'Argent est autant intéressé par la thune. Il veut rembourser ses dettes. Il peut y avoir un lien, en effet, à moins que ce soit lié à une prochaine addiction, une feuille facilement reconnaissable. Alors cette addiction-là concerne beaucoup plus de monde, le canna, qui est la drogue la plus consommée de la planète. Alors je le rappelle, mais la Marie-Jeanne, en France, c'est illégal. Pourtant, il y a quand même 5 millions de personnes qui en prennent au moins une fois par an. Mais il y a combien de vrais addicts sur les 5 millions? Alors bonne question, parce que consommer et être addict, c'est pas la même chose. Et dans ce lot-là, il y a à peu près un tiers de Français qui consomment régulièrement de l'herbe, soit environ 10 fois par mois. Et sur une année, ça représente environ 400 tonnes de Marie-Jeanne consommées en France. Et notre cher D'Argent, il contribue à cette statistique. À sa petite échelle, bien sûr. Il consomme quelques joints de temps en temps, mais d'après lui, c'est un usage thérapeutique. Apparemment, ça soulage ses articulations. Tu parles, c'est surtout un gros menteur qui aime se défoncer. Ne juge pas trop vite. Alors, effectivement, il y a des gens qui utilisent l'usage thérapeutique comme excuse bidon, mais il y a quand même pas mal de gens pour qui c'est quand même vraiment utile, comme le raconte quelqu'un qui habite aux États-Unis. J'ai un petit garçon qui s'appelle Jaeger, il a une maladie très rare. On a décidé de recourir à la Marie-Jeanne thérapeutique, ça a fait une très grosse différence. Déjà, Jaeger est toujours en vie. On a réussi à diviser ses crises d'épilepsie par 3, il avait de grosses douleurs musculaires et elles sont réduites de 90%. On a même pu arrêter de lui donner de la morphine. Alors rien qu'en France, l'usage médical de l'herbe est autorisé à titre expérimental jusqu'en 2024. Waouh, donc on peut consommer de la Marie-Jeanne remboursée par la Sécu? Alors je sais, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en vrai c'est des médocs, généralement sous forme d'huile ou même de comprimés. Donc bon, en tout cas revenons à l'addiction. Alors déjà j'avais fait une vidéo qui explique un peu tous les effets négatifs. Alors bien sûr vous pouvez aller la checker, mais on va se concentrer sur les chiffres. Déjà le prix moyen pour acheter du cannabis en France c'est 10 € le gramme, voilà à peu près. Mais il y a plusieurs façons de le consommer. La résine par exemple, elle c'est plutôt 5 € le gramme et jusqu'à 40 € le gramme quand c'est bien concentré. Ça c'est ce qu'on peut trouver pour 10 €. Ça c'est 10 € de quoi? 10 € de Alors je te déconseille de faire ça D'Argent, surtout qu'en plus ça peut sentir très fort et si quelqu'un te grille, t'es un peu dans la merde. Mais en vrai c'est un marché quand même juteux du coup, parce que la dépense totale des Français en Marie-Jeanne à l'année, ça peut atteindre 3 à 4 milliards d'euros. D'ailleurs du côté des personnes addictes, elles peuvent dépenser plusieurs centaines d'euros par mois, comme c'est le cas avec celui-là.
En fait, ma vie entière tourne autour de cette drogue. Si j'en ai pas, je suis triste, irrité, insupportable. Tout l'argent qui y passe, c'est énorme. Environ 400 balles par mois. J'ai dépensé toute la thune qui devait servir à payer mon permis. Je mange que des pâtes pour pouvoir financer ma conso. Et si ça continue, je sais pas comment ça va se terminer. Sûrement mal pour moi. Bref, pour un consommateur, cette petite addiction, ça peut vite coûter jusqu'à 5000 balles par an. C'est dur. Et pour la prochaine, on s'attaque cette fois-ci à un produit illicite bien plus dangereux. Là, cette fois-ci, on touche à la catégorie de drogue bien dure, avec l'addiction à la farine ou alors à la coco. Enfin, vous voyez, la petite poudreuse, quoi. On l'attendait depuis un moment. Elle arrive à point nommé. Et là, Dargent est évidemment allé s'en procurer de manière totalement illégale un échantillon pour le bien de la vidéo. Bon, faites pas comme lui parce que c'est vraiment une drogue vraiment dangereuse et addictive. Oh, voilà, il a tapé dans l'échantillon, quoi. En plus, il aurait pu en prendre sous forme de crack. Mais non, il a directement tapé dans la pile. Ça change quoi concrètement, monsieur Comte? La grosse différence, c'est que les effets du crack arrivent plus vite et durent moins longtemps. Donc, les consommateurs en prennent plus souvent et les effets négatifs sont démultipliés. Et donc là, voilà, Dargent vient de rejoindre le petit groupe des 2 millions de consommateurs de farine en France. Initiation à la poudreuse. Essayez d'apprendre à s'équilibrer dans la poudreuse. Avec près de 600 000 consommateurs réguliers. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Mais par contre, les chiffres, côté thunes, faut savoir que pour la coco, le prix au gramme est en baisse depuis quelques années. En France, il est par exemple descendu à 65 € le gramme, mais malheureusement, elle est devenue plus accessible parce que maintenant ont été mis en place des stratégies marketing. Et en gros, les vendeurs fractionnent et vendent au demi-gramme. Et ils vendent alors des pochons ou des galettes, selon les profils, pour moins de 20 €. Et du coup, pour ce business-là, chaque année, les Français dépensent à peu près 1 milliard d'euros. Par contre, j'imagine que le coût par utilisateur est beaucoup plus élevé. Ah, tout à fait. D'ailleurs, l'addiction est tellement forte que les consommateurs dépensent des sommes astronomiques. Je gagnais souvent plus de 3000 € par semaine en faisant du striptease. Et je dépensais presque tout en cocaïne. J'ai commencé à en prendre comme toutes les autres filles pour tenir toute la nuit. Aujourd'hui, j'ai 47 ans et c'est impossible de calculer combien j'ai pu claquer en drogue. C'est colossal. Je pourrais être millionnaire à l'heure qu'il est. Mais non, je survis avec les aides sociales et j'ai plus un seul centime. Si on s'en tient à ce qu'elle dit, elle dépenserait près de 150 000 € par an en farine. Et en plus de ça, évidemment, ça a un énorme coût humain puisque les addicts à la farine finissent souvent à la rue. Et d'ailleurs, niveau décès, parce qu'il y en a, que ce soit entre les overdoses ou alors les maladies qu'on chope à cause de ça, il y a à peu près une centaine de décès juste en France par an. Et on passe à une autre addiction qui est encore plus dangereuse, mais contre toute attente, elle est légale. Évidemment, je vous fais pas un dessin, là on va parler directement de l'alcool. Probablement une grande majorité d'entre nous, en tout cas, déjà consommé. Si on regarde les chiffres de Santé publique France, plus de 11 millions de Français dépassent les limites recommandées de consommation d'alcool. C'est pas juste un petit verre de temps en temps, non, c'est vraiment, ils boivent trop. Qui sont de combien ces limites, monsieur Comte? Elles se dépassent assez facilement, honnêtement. 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Voilà. Quoi? Faut pas abuser non plus. Qui boit seulement 2 verres en soirée? Alors Ulysse, l'alcoolo de la bande et tout, mollo quoi. C'est la limite médicale pour éviter les problèmes de santé. Après, voilà, tu fais ce que tu veux, de toute façon c'est légal, n'est-ce pas, Dargent? Ok, je crois que Gustave n'est pas hyper d'accord pour le laisser se bourrer la gueule, et c'est tout à son honneur. Alors en France, c'est assez ironique puisque l'alcool est légal, comme dans beaucoup de pays dans le monde, et pourtant il fait plus de dégâts et coûte plus cher à la société que n'importe quelle drogue illicite. En France, un foyer consacre en moyenne 800 balles par an dans les boissons alcoolisées. Mais par contre, quand boire de l'alcool, ça se transforme en addiction, là, ça peut faire vraiment mal au porte-monnaie. Par exemple, on a un certain Rick Sproul, qui est un Canadien qui est devenu alcoolique à seulement 16 ans. Au moment où mon addiction était la plus sévère, je buvais une bouteille de rhum par jour, ainsi qu'une vingtaine de bières. J'ai fait les calculs, ça me coûtait 45 € par jour. La moitié de mon salaire de cuisinier y passait. Je me suis mis à confectionner ma propre bière. Comme ça, j'étais bourré plus vite, et ça me coûtait moins cher. Si on fait le petit calcul, Rick a quand même dépensé 16 000 € par an dans l'alcool, quoi. Mais le plus impressionnant, ça reste clairement le coût social de l'alcool, quoi, qui culmine à peu près 100 milliards d'euros par an. Toujours en France. Je vous fais le topo. Sur ce montant, il y a 5% qui sont liés aux finances publiques, campagne de prévention, les soins, la police qui gère l'ivresse sur les voies publiques, etc. Et 95% correspond aux ressources qui sont gaspillées. Par exemple, les vies humaines qui sont perdues, la dégradation de la qualité de vie, la perte en productivité. Mais en sachant que ce chiffre prend en compte aussi l'argent que gagne l'État sur l'alcool. Parce que typiquement, l'argent des taxes ne permet même pas de soigner la moitié des maladies engendrées par l'alcool. Là, vous vous dites, mais quand même, l'État doit gagner de la thune avec l'alcool, c'est quand même pas mal taxé. Et vous avez raison. Sauf que du coup, ça compense pas les 100 milliards. C'est déjà pris en compte dedans. Que ce soit les taxes, les amendes, ou alors les économies sur
les retraites qu'il ne doit pas payer parce que forcément les gens sont morts. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est du matos chinois là, moi j'y comprends rien. Bah malgré tout ça, la France perd énormément de thunes. Et par exemple, l'usage de l'alcool tue à peu près 40 000 personnes par an en France. Et du coup, bah mathématiquement, ça fait autant de personnes en moins qui n'ont pas besoin de toucher leur retraite. Et nous terminons sur une autre substance addictive qui coûte encore plus cher, pourtant elle aussi, elle est légale. Et on termine, du coup, bien évidemment, avec le tabac, le number one des addictions qui coûte le plus cher. Parce qu'en France, on a 12 millions de personnes qui fument tous les jours. Et ça, évidemment, pour la vidéo d'argent, là aussi, cette petite drogue. Ah ouais, décidément, il est corrompu jusqu'à la moelle. Et le pire là-dedans, c'est que malgré les chiffres assez alarmants que je vais lui donner, ça va même pas le motiver à arrêter. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, ça ne joue pas sur la volonté. En tout cas, dans le tabac, l'ingrédient addictif dedans, c'est la nicotine. Et quand on fume, la nicotine est rapidement absorbée par les poumons et elle est acheminée vers le cerveau. C'est pas pour rien que les chercheurs ont classé la nicotine comme la 3e substance la plus addictive au monde. Sachant qu'en pole position, nous avons la coco et ensuite on a l'héroïne. Mais en tout cas, pour en revenir aux chiffres, le budget mensuel annuel moyen d'un fumeur est de 2500 €. En fait, les dépenses avec la clope, ça peut représenter jusqu'à 30% des dépenses d'un ménage, ce qui est quand même énorme. Quand même, faut le dire, mais en France, chaque année, on a 43 000 tonnes de tabac qui sont vendues pour plus de 21 milliards d'argent généré pour les buralistes et compagnie, quoi. Là-dessus, il doit y avoir un joli pactole qui revient à l'État, vu les taxes. Ouais, mais c'est un peu une idée reçue. En fait, ni l'alcool ni le tabac ne rapportent vraiment de bénéfices à l'État. Parce qu'en fait, paradoxalement, ces deux produits légaux sont les plus meurtriers et coûtent quand même hyper cher à la société. Il y a un économiste qui s'est amusé à résumer une étude sur le sujet. Il faut rappeler l'ordre de grandeur qui existe entre les différentes drogues en France. L'alcool et le tabac sont de très loin celles qui ont le plus gros impact financier. Ce sont les plus consommées, mais aussi les plus nocives. Chaque année, on compte environ 78 000 morts liées au tabac. Et pour calculer le coût total de la société, on fait la même chose que pour l'alcool. On additionne les dépenses de campagne de prévention, les soins, le manque de productivité, etc. etc. C'est simple, l'argent que l'État récupère avec les taxes et compagnie, ça compense même pas la thune qu'il faut payer pour soigner les malades à cause du tabac. Et donc, à elle seule, l'addiction au tabac, ça a un coût de 156 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'argent qui part en fumée? Un peu, rien dans tous les sens du terme, quoi. Du coup, voilà. Mais par comparaison, si on réunit le coût total de toutes les drogues dures, ça ne représente que 8 milliards d'euros par an. Le coût social, y a pas photo comme on dit, Et donc, à eux seuls, tabac et alcool, c'est 250 milliards. Et c'est marrant puisque c'est les deux légales. Ouais, c'est marrant. Et d'ailleurs, plus du tiers de notre déficit budgétaire viendrait du poids des drogues sur les finances publiques. Et du côté des Français, ils dépensent plus de 51 milliards par an dans les addictions. Soit à peu près autant que l'éclairage et le chauffage, par comparaison. Se droguer, au sens large, ça revient autant que se chauffer. Attends, ça tue la drogue, ça tue. Bon, tu fais bien d'argent, pose tes clopes ici, de toute façon, toi qui as envie d'être riche, ça te ferait faire des économies, quoi, c'est un bon début. En tout cas, voilà la poiscaille. À titre de comparaison, vous, combien d'addictions vous cochez dans cette liste-là? Est-ce que vous en avez d'autres? Les jeux vidéo, par exemple? Est-ce que les jeux vidéo sont une addiction? Après, tout peut être addictif, en fait. À partir du moment où vous kiffez et que ça vous fait des shoots de dopamine, petite parenthèse, mais je me souviens quand j'étais gamin, j'étais devenu hyper accro à Dota 2. Il y avait des spasmes et des tremblements quand je jouais pas, parce que du coup, j'avais besoin de ma dose et je jouais 3-4 heures par jour, ça n'avait pas de sens. Je sentais vraiment que je ne contrôlais plus, en fait, cette envie-là et que c'était au stade de presque l'addiction, je pense. J'ai dû me forcer en désinstallant le jeu, etc. Mais c'était vraiment dur, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y en a d'autres que vous aimez sur le sujet, vous recommandez comme d'hab. Et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah si c'était un concours, d'argent aurait gagné. Sans déconner, je suis surpris qu'ils soient encore en vie.